Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous en cette fin de semaine. Voici les titres de votre journal du 16 novembre. La pluie ne les aura pas arrêtés. Le match de rugby entre Monaco et Grasse a bien eu lieu à la Turbie cet après-midi et il s'est soldé par une défaite pour les Rouges et Blancs. Résumé à suivre. La sécurité routière est au cœur des préoccupations de Monaco. Vous entendrez le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre au sujet de cette loi adoptée la semaine dernière et qui prévoit notamment des sanctions plus lourdes pour l'alcool au volant. Et puis les propositions artistiques ne manquent pas à Monaco. Le concert de la voûte a envoûté le public de l'église réformée hier soir. Nous irons également dans les coulisses de la nouvelle création des ballets de Monte-Carlo. Avant de parler cinéma avec Vincent Vatrican, la prochaine projection de l'Institut audiovisuel fera voyager les cinéphiles direction Mumbai. Et on débute par ce tout récent résultat sportif. C'était jour de derby aujourd'hui au stade Prince Héréditaire Jacques. Le match de Fédéral 2 qui opposait cet après-midi l'AS Monaco Rugby et le Rugby Olympique de Grasse s'est soldé par une défaite pour les Monégasques, 19-36. Ils n'ont pas démérité pour autant. Le récit de Théo Schumer sur les images de Marie-Ève B. C'est sous une pluie battante que les espoirs de la SM Rugby ont affronté à domicile leurs adversaires de Grasse dans le cadre de la 8e journée de Fédéral 2. La pluie ne les aura pas aidés, le score est resté serré jusqu'à la mi-temps. Les Monégasques ont égalisé à plusieurs reprises mais se sont toujours laissés distancer. Le tableau affichait 6-9 à la mi-temps. C'est une histoire d'intensité collective, hein. Des fois vous avez beau mettre tout ce que vous pouvez, toute l'énergie avec des individualités, mais des fois il faut que ça prenne, il faut que la mayonnaise soit plus forte, plus consistante, qu'il y ait plus de structure et que ça finisse par gagner ces grands bras de fer qu'il y a contre des équipes comme Grasse. Donc mais bon, c'est pas grave, on construit, c'est les espoirs, c'est la formation du club, elle est là pour avancer et tous les week-ends ils apprennent. Dès la 63e minute, les espoirs de Monaco prennent beaucoup de retard. Plus le temps passe et plus ils voient leur chance de réussite s'amenuiser face à une équipe de Grasse inexpugnable. Passé la 80e minute, le score est sans appel, 19-36 pour Monaco. Le Rugby Olympique de Grasse l'emporte. C'est une mise en bouche, déjà on est content d'avoir joué le match au vu des conditions météo, c'était un peu compliqué. On attendait, mais tout le monde était là, finalement la fête était au rendez-vous. Après bon, le match, on est tombé contre une belle équipe de Grasse, on sait qu'on a une équipe jeune nous, qui est en construction, donc on va les laisser grandir, c'est comme ça. Ça passera par ce genre de match qui est une forme d'apprentissage. Donc ça ne tourne pas en notre faveur aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et ça va motiver encore plus l'équipe d'après pour faire le grand match pour l'équipe première. La pression ne redescendra pas à la fin de ce match qui se solde même par quelques échauffourées. Les espoirs repartent déçus, mais leurs collègues de l'équipe première rattraperont le coup juste après eux en battant Grasse 26-14. Comme quoi les conditions météo n'ont pas complètement porté malheur au rugby monégasque ce dimanche. C'était il y a quasiment un an. 2 accidents dans les tunnels de la Principauté liés à l'alcool et aux stupéfiants ont relancé les réflexions autour de la sécurité routière. La semaine dernière, les élus du Conseil national ont adopté un projet de loi pour sauver des vies. Le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre nous en livre les grandes lignes dans cette interview menée par Théo Schumer. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette entrevue. D'abord pour recontextualiser, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'esprit que porte cette loi qui est désormais adoptée? L'esprit de la loi qui a été adoptée hier soir est simple. On a constaté depuis plusieurs années déjà, et ça s'est confirmé en 2023-2024, qu'un grand nombre d'infractions à la sécurité routière reposait sur 2 éléments, d'une part l'alcoolémie, d'autre part les stupéfiants. Et on a constaté, en particulier en décembre dernier, 2 graves accidents qui ont eu lieu sur les tunnels de Monaco, qui auraient pu être mortels et qui ne l'ont pas été quasiment par miracle, qui étaient dus justement à ces facteurs. Il a été dit à l'époque par le gouvernement, dès le mois de décembre, qu'une loi serait présentée au Conseil national pour modifier les conditions dans lesquelles la sûreté publique pouvait faire les contrôles et aussi pour aggraver les peines en cas d'infraction. C'est ce que nous avons fait. Évidemment, cette loi a donné lieu à des discussions, à des échanges en commission. Et puis hier, elle a été adoptée et je me réjouis qu'elle ait pu l'être par le Conseil national. Hormis les accidents qui sont survenus sur le territoire de la Principauté, est-ce qu'il y a d'autres constats majeurs qui ont servi de base de réflexion aux différents services, aux départements qui ont travaillé sur ce projet de loi? Vous avez raison, il y a le constat des accidents, mais il y a aussi les constats que la sûreté publique fait tous les jours et surtout toutes les nuits, quand elle fait des contrôles. Pas plus tard que cette nuit, il y a eu 2 infractions conduites en état d'ivresse
dont la sûreté publique s'est aperçue tout simplement parce que les contrevenants avaient pris 2 rues en contresens, l'une à la Condamine, l'autre dans le quartier de Monte-Carlo. Et à cette occasion, les contrôles ont donné lieu à des vérifications et il s'est avéré qu'il y avait une alcoolémie, 2 alcoolémies d'ailleurs très positives, bien au-delà des 0,4 mg par litre d'expiré. Donc, au-delà des accidents, on voit bien que tous les jours, toutes les nuits, on peut constater des infractions de cette nature. Ça existe à Monaco, on peut constater des infractions de cette nature et ça fait aussi partie des mesures qui sont prises dans le cadre de cette loi, ces dispositions, l'alcoolémie, mais il y en a d'autres. Que va changer cette loi? Alors, il y a des dispositions, on va dire, alcoolémie, stupéfiants, sur lesquelles je vais revenir, et puis il y a d'autres dispositions qui visent, par exemple, à créer un délit pour les running, c'est l'organisation de courses sauvages auxquelles il faut mettre un terme. Il y a aussi des dispositions pour créer le délit de récidive de grande vitesse dès lors qu'on dépasse 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée. Donc, au-delà de la question centrale de la loi, qui est celle de l'alcoolémie et des stupéfiants, on a profité de ce vecteur législatif pour, là aussi, prendre en compte l'évolution de ce qu'on constate et durcir un certain nombre de sanctions. Alors, sur l'alcoolémie et les stupéfiants, il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect, ce sont les contrôles. Désormais, on va pouvoir étendre le périmètre des contrôles, c'est-à-dire que, d'une part, à l'observation de la police, lorsqu'il y a délit ou certaines contraventions qui sont constatées, donc ça peut être tous les jours, dès lors qu'un feu rouge est franchi, par exemple, la police pourra contrôler l'alcoolémie. Et puis ensuite, un deuxième aspect qui est un contrôle plus programmé, on va dire, sur décision du ministre d'État, certains jours, certaines heures, on va pouvoir opérer des contrôles, alors qu'ils seront pour le coup totalement aléatoires, c'est-à-dire que ça peut être un véhicule qui passe, mais qui n'a pas commis ou une contravention ou un délit. Est-ce que cette disposition est la priorité numéro 1 du gouvernement autour de cette loi, ou est-ce qu'il y a d'autres priorités? Par exemple, la mesure phare de cette loi? La mesure phare, c'est étendre les possibilités de contrôle. Sur l'alcoolémie, sur les stupéfiants, on a voulu que ce soit traité de manière égale. C'est-à-dire qu'on peut faire des contrôles alcoolémie comme on peut faire des contrôles stupéfiants dans les mêmes conditions. Le deuxième aspect, c'est le durcissement des sanctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur des sanctions qui allaient de 1 à 6 mois. Nous pourrons désormais aller de 1 à 2 ans d'emprisonnement, plus des amendes dont le montant a été rehaussé. Mais tout cela se fera évidemment sous l'autorité du juge, puisque ce seront des sanctions judiciaires. Dans votre discours d'introduction de cette loi hier dans le grand hémicycle, vous disiez que cette loi servait surtout à prévenir et aussi, bien sûr, à sanctionner quand c'est nécessaire. Est-ce que la prévention prend aussi le pas sur la répression dans ce cas-là? Disons que les contrôles qui se feront permettront, s'il y a des infractions, de sanctionner et en même temps de dissuader. Mais ça ne suffit pas. Les élus du Conseil régional, à juste titre, ont rappelé qu'il fallait aussi qu'il y ait de la sensibilisation, de la prévention, de l'accompagnement. Et à ce titre, nous serons amenés à faire des campagnes de prévention pour accompagner la mise en œuvre de la loi, mais aussi au-delà de la mise en œuvre tout au long des années, pour rappeler les règles, en particulier aux conducteurs les plus jeunes, mais pas seulement aux conducteurs les plus jeunes. Et puis deuxièmement, je fais observer que dans la loi, il a été rajouté, et c'est, je crois, une bonne initiative, la possibilité pour le juge de confirmer une peine complémentaire qui serait les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Donc, si vous voulez, au-delà de la sanction, le juge pourra demander à ce qu'il y ait un stage de sensibilisation pour l'avenir. Parce que la sanction, elle vise d'une certaine manière à sanctionner le passé, mais il faut aussi que les conducteurs qui ont commis des infractions, et tous les autres, comprennent que le danger aujourd'hui, c'est de conduire avec un taux d'alcoolémie qui dépasse le seuil, de conduire en étant sous l'emprise de stupéfiants, etc., etc. Voilà. Monsieur le ministre, quand prendra effet cette loi? À quel moment elle entrera en vigueur? À quel moment les contrôles démarreront sur les routes monégasques? Alors, les contrôles, il y a 2 choses. D'une part, cette loi ne pourra s'appliquer qu'évidemment dès lors qu'elle aura été publiée au Journal de Monaco, et donc elle sera dans le champ du périmètre du droit positif. Et ça peut être dans quelques jours.
Et c'est à ce moment-là que les policiers pourront, sur la base du nouveau texte, faire des contrôles, mais ce ne seront pas ceux-là les contrôles d'un tout venant, ce seront les contrôles qui sont prévus, c'est-à-dire dès lors qu'il y a eu des infractions qui ont été commises. Et puis par ailleurs, vous comprenez bien que nous allons proposer au ministre d'État très vite de prendre une décision pour que des contrôles puissent être faits tel jour, telle heure. Et ça, ce seront ce que vous avez appelé tout à l'heure des contrôles aléatoires. Ceux-là auront lieu pour les fêtes de fin d'année. Je ne suis pas en capacité de vous dire aujourd'hui ce sera tel jour ou tel autre. Mais en revanche, il faut qu'on soit très conscient que c'est nécessaire de le faire pour les fêtes de fin d'année pour la raison suivante, c'est que d'une part, l'année dernière, nous avions observé que les accidents avaient lieu à l'approche des fêtes de fin d'année et que deuxièmement, on sait bien qu'à cette période-là, les fêtes accompagnant la vie quotidienne, les risques d'absorption d'alcool, de stupéfiants sont bien plus supérieurs. Donc, ce sera l'occasion d'éprouver le nouveau texte d'ici à la fin de l'année et on le fera sans doute à compter de la mi-décembre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco-Info. Zoom à présent sur cette opération à la fois écologique et solidaire. Plus de 2700 équipements numériques, ordinateurs, tablettes qui servaient aux élèves de la Principauté ont été sauvés de la poubelle grâce à plusieurs acteurs mobilisés pour leur offrir une seconde vie. Les détails dans ce reportage de Christine Petit-Homel et Lionel Bernardi. C'est une première en Principauté. L'association Green Monaco vient de récupérer ordinateurs, tablettes, claviers et accessoires. Plus de 2700 équipements numériques scolaires remis par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ces appareils autrefois utilisés par les élèves des collèges et des lycées publics vont désormais connaître une seconde vie. On commence par un premier tri visuel, donc voir les coques, l'état des coques, des claviers. Ensuite, on teste les batteries. Après, il y aura un effacement de données qui sera effectué sur l'ensemble des disques. Puis, ils seront remis en fonction pour repartir et être réemployés. Une partie des appareils sera remise à des associations locales, tandis que d'autres prendront la route de l'Afrique pour équiper des écoles et des centres de formation. Ça va aller dans diverses associations, dont l'AMAD, une association de PACA qui donne des ordinateurs pour des jeunes qui vont à l'université, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des laptops, et donc ça va pour eux. Tous les ordinateurs qu'on ne peut pas récupérer parce qu'ils sont en mauvais état iront dans des attitudes qui sont comme l'AMAPI, mais sur la région PACA, et qui démantèlent les ordinateurs pour envoyer en valorisation les différents éléments d'ordinateur, et ensuite revendus sur une plateforme de type back market, mais locale. En attendant, vous l'aurez compris, chaque ordinateur et chaque tablette ont été soigneusement vérifiés, nettoyés et triés avant leur redistribution par les bénévoles de l'association. Ce travail, qui aura nécessité plus de 3 mois d'efforts, a également mobilisé d'autres associations de la région. Pour la partie reconditionnement des ordinateurs, on passe par une association qui est basée à Sophia Antipolis et dont le but est de former des jeunes en reconversion professionnelle au métier de l'informatique. Et donc c'est eux qui s'occuperont de toute la partie effacement des données et reconditionnement des ordinateurs. Une initiative éco-responsable et solidaire qui allie donc éducation, recyclage et entraide et qui permet une économie d'à minima 150 tonnes de gaz à effet de serre, l'équivalent de 940 600 km en voiture, soit pas moins de 495 allers-retours Monaco-Paris. Et ça fait beaucoup. Un nouveau concert de la voûte s'est tenu hier soir à l'église réformée. Cette fois, c'est la harpe qui était mise à l'honneur avec la présence exceptionnelle, vous allez le voir, d'un des prodiges de cet instrument féerique. Théo Schumer et Camille Caloni l'ont rencontré. Elle envoûte, enchante et fascine à la fois. Ce nouveau concert de la voûte s'intitule « La harpe féerique » pour rendre hommage à cet instrument aux sonorités presque magiques qui semble venir d'un autre monde et nul autre qu'un prodige pour en faire la démonstration. La harpe est féerique, pas toujours, mais on a une image de l'harpe souvent comme un instrument des fées, l'instrument de Bonne Nuit les Petits. Je ne sais pas si vous avez connu Bonne Nuit les Petits. Dans les années 60, c'était un truc pour un dessin animé, un truc pour les enfants avec nounours et ça finissait avec des glissandis de harpe avec le marchand de sable pour que les enfants dorment.
Fabrice Pierre a imaginé un concert fait d'une succession de petites pièces de grands maîtres, Debussy, Satie ou encore le Cyclope Lateresco pour harpe et piano opus 100 de Joaquin Turina, accompagné par Catherine Nikitine. Fabrice Pierre a ensuite été rejoint par David Lefebvre pour la pièce maîtresse du concert, un duo harpe et violon. La célèbre fantaisie de Saint-Saëns avec mon ami David, qui est un ami de longue date, et qui est la pièce vraiment, quand on fait du duo violon et harpe, qui est la pièce symbolique que tous les harpistes qui jouent avec un violoniste jouent ou enregistrent la fantaisie de Saint-Saëns. La musique transporte des messages que même le temps ne saurait altérer, et cet ultime concert en est le témoignage. Le message de la musique, c'est que ça devrait faire qu'il y ait moins de guerre dans le monde, qu'il y ait plus que les gens s'entendent mieux, qu'il y ait beaucoup de... Il y a toujours ce message, de tous les temps, ça a dû être ça. On dit toujours que la musique adoucit les mœurs. C'est pas toujours, mais on va y arriver. Nouvelle création mondiale pour les ballets de Monte-Carlo. Le chorégraphe-directeur Jean-Christophe Maillot nous offre pour la fin d'année sa relecture de La Bayadère, monument du répertoire classique. L'œuvre raconte l'amour tragique entre Nikia, une danseuse de temple, et le guerrier Solor, promis à une autre femme. José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Bastien Pigeon ont assisté aux répétitions. Regardez. La Bayadère est un monument du répertoire de la danse classique créé par Marius Petipa sur une musique de Minkus en 1877, repris dans une autre version par Nureyev en 1992. Une œuvre que Jean-Christophe Maillot s'était juré de ne jamais chorégraphier, mais pour des raisons personnelles très touchantes, il a choisi, pour son nouveau ballet grand format, d'offrir au public sa nouvelle création qu'il a intitulée Ma Bayadère. Je vais parler d'une compagnie de danse qui répète la Bayadère. Et je vais faire une rencontre tout à fait claire entre l'histoire de la Bayadère et ces danseurs qui, tous les jours, interprètent un rôle, mais qui parfois se rendent compte que ce qu'ils interprètent rentre complètement en fusion avec ce qu'ils vivent quotidiennement. Et c'était une occasion pour moi, du coup, de reparler de tas de choses que j'ai vécues, connues, toutes ces choses qui m'ont marqué, ces gens que j'ai croisés, ces professeurs, ces danseurs, ces choses que depuis 40 ans en tant que directeur, je vois quotidiennement, cette relation fusionnelle entre les danseurs, ces inimitiés, ces jalousies, ce besoin de se dépasser, de se surpasser, le courage que les uns ont, le manque de courage que les autres ont, l'amour que j'ai pour les danseurs, puisque j'ai un amour profond pour ces êtres que je trouve incroyables, l'engagement qui est le leur. Mardi 11 novembre, à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, nous avons assisté au premier filage, c'est-à-dire à la première répétition ininterrompue du premier acte de Ma Bayadère. Et ce fut déjà pour nous un beau moment d'émotion et de plaisir. C'est un peu une pièce bilan et puis un espèce d'accomplissement, comme si à un moment on pouvait faire quelque chose en se disant « Tu sais quoi, suis ce que tu as envie de faire, fais-toi plaisir avec les danseurs avec qui tu travailles et peu importe ce qu'on va en penser ». Ma Bayadère donc est à découvrir du 27 décembre au 4 janvier au Grimaldi Forum. Avec cette pluie battante, que diriez-vous d'une projection au Théâtre des Variétés? All We Imagine As Light de la réalisatrice indienne Payal Kapadia sera présentée mardi prochain par l'Institut audiovisuel. L'œuvre, qui a remporté le Grand Prix du jury à Cannes l'année dernière, met en scène le quotidien de 3 femmes de Mumbai. Vincent Vatrican a reçu Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on part en Inde pour le film All We Imagine As Light. De quoi parle ce film? Ça parle d'amour et de portraits croisés de femmes, c'est ça?
Alors, c'est un film dont peut-être on pourrait dire que l'acteur principal, en tout cas sur la première partie du film, c'est la ville, c'est Mumbai, anciennement Bombay, donc la capitale de l'Inde. Mégalopole, grouillante de vie, mais aussi, et c'est un des thèmes du film, de difficultés sociales, et notamment pour se loger. Et puis en effet, c'est le portrait croisé de 3 femmes qui travaillent dans le même hôpital. 2 sont infirmières, une est cantinière. Et on va les croiser tout au long du film, de leurs difficultés rencontrées dans le travail, dans leur vie au quotidien, et puis dans leur rêve d'une vie meilleure. Alors ça parle d'amour aussi, c'est pas une comédie romantique, hein, c'est un film plutôt sombre en fait. Alors, c'est un film qui est construit en 2 parties. Et comme son titre l'indique, tout ce qu'on imagine, c'est la lumière. Et c'est en effet le chemin du film, puisque la première partie est quasiment entièrement tournée plutôt de nuit. Dans la ville, comme vous l'avez dit. Dans la ville, avec une volonté de mise en scène où on voit en effet l'oppression de cette cité. Oui, parce que la photographie est sombre aussi. Hein. Oui, et la seule lumière qu'on voit, c'est de la lumière artificielle. C'est la lumière des transports urbains, c'est la lumière des téléphones, c'est la lumière de l'intérieur de l'hôpital ou de leur appartement. Parfois même en souterrain, puisqu'il y a des scènes dans le métro. Donc il y a une volonté de la cinéaste de montrer effectivement cette ville grouillante et qui vit, j'allais dire, comme une mer ou comme une marée humaine. On voit ça aussi, c'est-à-dire c'est une ville avec une population tellement dense que ça en devient presque un tissu humain qui bouge comme ça avec voilà, des partis pris de filmer d'assez loin, etc. Donc il y a des partis pris pour donner le sentiment que finalement il y a assez peu de lumière dans cette ville. La deuxième partie est tout autre, quand les 3 femmes décident pour un temps de s'exiler au sud de Mumbai, dans un village côtier, et où là on est en lumière naturelle, et où on redécouvre les visages et où tout semble enfin permis. Oui, hors antenne, vous m'avez dit que c'était le film de l'année. Pour moi, alors je vous avoue l'avoir raté à Cannes. Je ne dirais pas raté au cinéma à Monaco, puisque comme vous le savez, ce genre de film ne sort pas sur les écrans de Monaco. Donc avec mon complice Jacques, puisque désormais il y a une fenêtre cinéma d'aujourd'hui, ce film est sorti immédiatement dans nos listes. On doit montrer ce film à Monaco, qui est, de mon point de vue, l'un des plus beaux sortis l'année dernière sur les écrans. Et c'est un film qui n'est jamais sorti à Monaco. Allons voir All We Imagine as Light. Merci Vincent. De rien Fabien. പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മേഘത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ടാലോ.
et le tarif plein est de 8 €. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas demain le podcast de Jackie X. Le pilote automobile belge a reçu le prix de la légende pour l'ensemble de sa carrière lors des derniers Sportel Awards. Il y revient avec beaucoup d'humilité au micro de Geneviève Berthy. Dans un instant, la météo de Théo Schumer, que l'on espère plus ensoleillée. Et puis, c'est Fabien Bonilla que vous retrouverez à la présentation de votre 19h ce lundi. D'ici là, passez une excellente soirée sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous, je sais que vous avez passé une mauvaise journée, il a plu, il faisait froid, bref, la météo n'était pas avec nous, mais je vais vous redonner le sourire, c'est du beau temps que je vous annonce pour demain. Dès le matin en principauté, nous allons retrouver le soleil avec peut-être quelques passages nuageux, mais rien de bien méchant, d'autant que le ciel devrait encore se dégager à partir de la mi-journée. Quant aux températures, elles seront assez similaires à aujourd'hui avec 15 degrés le matin et jusqu'à 17 l'après-midi. Ce lundi 17 novembre, vous penserez à souhaiter une bonne fête aux Elisabeth. Belle soirée avec nous et bon début de semaine à Monaco. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.